Bonjour tout le monde. Mon nom est Sharada Boucher-Sharma et je suis la coordonnatrice des opérations stratégiques ici à l'ACESI. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animatrice pour le dîner-conférence. Alors, au nom de l'ACESI, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à ce dîner-conférence où vous aurez l'occasion d'entendre un infirmier enseignant discuter de comment il a réussi à faire carrière en formation infirmière. Alors, il partagera son parcours personnel à travers les études supérieures et l'enseignement dans l'espoir d'inspirer la prochaine génération d'infirmières enseignantes. Donc, je vais peut-être donner un petit peu d'informations sur notre conférencier d'aujourd'hui. Jean-Daniel Jacob est professeur agrégé à l'École des sciences infirmières de la Faculté des sciences de la santé à l'Université d'Ottawa. Ses travaux reposent sur les aspects critiques et sociopolitiques dans le domaine des soins infirmiers psychiatriques, ainsi que des questions liées au pouvoir, à l'éthique et à la gestion du risque de violence. En tant que membre de la chaire de recherche universitaire en soins infirmiers médico-légaux de 2009 à présent, le Dr Jacob travaille présentement sur divers projets qui touchent l'utilisation des mesures de contrôle en psychiatrie. Dr Jacob est présentement président du Conseil d'administration de Droit Accès Outaouais, un organisme communautaire axé vers la défense des droits en santé mentale. Comme vous l'avez déjà été indiqué lors des courriels de ma collègue Élise Guest, après sa présentation, il y aura une période de questions et réponses. Alors, pour poser une question, vous pouvez utiliser la fonction Q&A, questions et réponses au bas de votre écran à la droite. Et puis, une fois que vous aurez écrit votre question, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche Retour ou Enter de votre clavier. Alors, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à M. Jean-Daniel Jacob. Merci. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'est certain qu'aujourd'hui, on va avoir la chance de parler de mon parcours un peu. Alors, c'est quand même assez personnel. Gênez-vous pas de poser des questions. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos interrogations. Dans un premier temps, je pense que ce que je voulais faire, c'était peut-être de donner un portrait là, ou un aperçu du contexte de travail qui existe en ce moment pour les personnes qui voudraient faire carrière là, dans le milieu académique en sciences infirmières. Donc, ça va être un petit peu ça le début de la présentation. Ça va être de faire un portrait global là, des admissions et puis des graduations là, en sciences infirmières lorsqu'on parle des doctorants. Mais également, là, on a donné sur les maîtrises. Et puis, ça va nous apporter aussi à avoir une discussion sur la pénurie professorale en sciences infirmières. Et aussi, là, à essayer de comprendre, suite aux études, c'est où, dans le fond, que les étudiants vont. Qu'est-ce que ça veut dire pour la relève là, dans notre domaine. Par la suite, je vais pouvoir parler un petit peu de mon parcours comme infirmier, comme étudiant au début, et puis comme infirmier par la suite, et mon parcours aux études supérieures, et comment j'en suis arrivé là, à avoir un poste à l'intérieur d'un milieu académique. C'est certain que je vais pouvoir aussi parallèlement parler de trajectoires qui sont différentes à la mienne, et en même temps parler d'éléments de transition, donc à quoi est-ce qu'on pourrait penser, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attarder pour faciliter une transition dans le milieu académique, à quoi penser lorsqu'on pense au développement de notre CV, au développement professionnel qu'on voudrait ajouter là, à nos outils lorsqu'on veut faire carrière dans le milieu académique. Et finalement, je vais juste peut-être terminer avec les différentes dimensions professorales dans le milieu académique qui peuvent varier grandement, puis je vais en reparler un petit peu là, à cause des différents modèles qui existent au niveau éducationnel là, en sciences infirmières, là, que ce soit dans différentes provinces, là, mais même au niveau local, ici dans la région d'Ottawa, on voit qu'il y a différents modèles là, académiques, donc je vais pouvoir parler un petit peu de ça également.
Et puis aussi, là, juste pour vous dire, toutes les données qui sont présentées là, au niveau des chiffres, au niveau des pourcentages, viennent du document de la CCI. Donc, vous avez le lien là, sur le PowerPoint. Alors, j'imagine que vous avez accès à ce PowerPoint-là. Et puis, vous avez accès à toutes ces données-là là, qui sont présentées aujourd'hui. Comme je vous dis, là, gênez-vous pas pour des questions. Je pense que le format de la présentation aujourd'hui, c'est je vais parler et puis on va avoir les questions à la fin. Donc, écrivez vos questions au fur et à mesure et puis on va pouvoir y revenir là, un peu plus tard lorsque moi je vais avoir fini de parler. Alors, si on regarde le portrait là, global des doctorants ou des doctorants en sciences infirmières, on peut voir là, qu'au cours là, des dernières années, des 5 dernières années, les admissions sont demeurées quand même assez stables. Alors, je vous réfère là, au tableau là, que vous avez sur la diapositive. On voit qu'il y a peut-être eu une petite baisse là, en 2014-2015, mais on voit que globalement, on a une certaine stabilité au nombre d'étudiants qui rentrent au doctorat. Quand on regarde le nombre de programmes qui existent pour former des étudiants doctorants, on voit que c'est quand même assez limité. Donc, la publication de la CCI par rapport aux différentes écoles là, en sciences infirmières à travers le Canada ont recensé, dans ce cas-ci, 115 établissements, et de 115 établissements, on peut dire que seulement 17 de ces établissements-là avaient un programme de doctorat. Et puis à l'intérieur de cette division-là, donc on pouvait aussi voir que 6 de ces différents programmes-là offraient également une composante à distance. Et puis ça, j'ai pas répertorié là, ici les différentes provinces, les différents programmes spécifiques qui offrent cette composante d'éducation-là. Mais c'est clair que lorsqu'on va regarder un petit peu plus loin, lorsqu'on va commencer à penser ou à même réfléchir sur l'accessibilité à l'éducation, toute cette composante-là d'accès à distance devient très importante dans la mesure où il y a seulement 17 programmes à travers le Canada qui peut offrir une formation là, doctorale. Donc, toute cette formation-là à distance étant bénéfique là, aux personnes qui seraient dans une région où ça serait un petit peu plus difficile d'avoir accès à cette éducation-là. Si on regarde le deuxième là, diagramme et qu'on regarde non seulement là, toute la question d'entrée au doctorat, on peut aussi regarder qu'est-ce qui ressort des programmes, donc tous les taux de diplomation. Encore une fois, là, on peut regarder les tendances au cours des 5 dernières années et contrairement au fait qu'on a observé d'un bord qu'il y a peut-être une légère baisse là, au niveau des admissions, on peut quand même voir que pour l'instant, on a augmenté un petit peu au niveau du doctorat dans le niveau de diplomation. Lorsqu'on compare là, à l'année précédente, donc entre 2014 et 2015, on voit qu'il y a un taux de diplomation qui a augmenté d'environ 14%. Donc, il y a quand même des diplômés qui sortent des programmes à un bon niveau. Lorsqu'on parle de formation académique, qu'est-ce que ça veut dire pour la relève dans le milieu académique? Il faut se dire que, ici dans notre cas en 2015, 66, c'est quand même pas beaucoup lorsqu'on va regarder à la demande qui existe en termes d'éducation dans le domaine des soins infirmiers. Parce qu'il faut se dire que les gens qui
vont graduer de programme doctoral ou de doctoral vont pas nécessairement aller dans le milieu académique. Donc, il faut penser qu'il y a toujours d'autres options, notamment aller dans des instituts de recherche directement ou aller même dans les milieux cliniques pour devenir pour développer la recherche à l'intérieur de milieux comme des hôpitaux. Donc, il faut se dire que les gens qui sont diplômés du milieu des différents programmes doctoraux vont se diviser suite à la diplomation et ne vont pas nécessairement directement répondre aux besoins que se fait sentir là, dans le milieu académique. Donc, bien qu'on a peut-être un taux qui augmente au niveau de la diplomation, il faut dire encore qu'il est fortement ou qu'il est encore très bas comparé à ce qu'on a de besoin là, dans les milieux, dans les différents milieux académiques. Alors, il y a différentes façons là, de regarder c'est quoi la demande, comment est-ce qu'on peut déterminer c'est quoi les besoins qu'on va avoir là, au niveau d'enseignants en sciences infirmières. Alors, l'offre d'effectifs professionnels en sciences infirmières est un des facteurs importants de la capacité des programmes à former des infirmières. Quand on regarde en ce moment, simplement là, en regardant les personnes qui travaillent en ce moment dans le milieu pour essayer de déterminer les besoins futurs, mais on peut voir que la population qui enseigne dans le milieu est une population vieillissante. Donc, quand on regarde là, en 2015, près de 60% des effectifs professoraux permanents avaient 50 ans ou plus. Et puis, si on regarde là, à des besoins potentiels imminents, on peut voir que au-dessus de 20% de cette population-là avait 60 ans et plus, donc serait éligible à prendre leur retraite. Ça, c'est dans un immédiat. Ça, c'est sans compter, comme on va le voir là, dans la prochaine diapositive, c'est sans compter les besoins actuels non comblés. Donc, non seulement on voit qu'il va y avoir un besoin de renouveau suite à la retraite de certains. C'est un petit peu ça que je vais vous montrer là, dans la prochaine diapositive. Quand on regarde là, les statistiques, 212 membres permanents des effectifs professoraux en sciences infirmières ont pris leur retraite en 2015. Donc, non seulement il y a tout un potentiel de retraite avec les personnes qui ont l'âge de la retraite et qui travaillent encore. Il y a des gens qui sont déjà allés à la retraite, donc un montant de 2012 là, à travers le Canada, des 115 écoles là, recensées. Mais on peut voir, puis ça c'est la statistique que je trouve qui est quand même assez intéressante, hein, on peut voir que les écoles en général n'ont pu combler 40 postes à temps plein, ou 49 postes à temps plein. Ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, non seulement on voit qu'on ne fournit peut-être pas au niveau qu'on devrait, mais qu'il y a des postes qui demeurent vacants dans les différentes unités académiques. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de subvenir à la demande de professeurs dans les milieux là, pour enseigner. Donc, lorsqu'on regarde en termes de projection, on s'entend que les données sont quand même déjà, on est probablement on peut travailler avec différentes données en ce moment parce que c'est des données de 2015, mais à ce moment-là, on prévoyait déjà avoir un montant à combler de 243 postes. Donc, si on est étudiant à la maîtrise, au doctorat, et on commence à penser, est-ce que c'est possible de faire carrière dans le milieu académique, que ce soit au niveau universitaire ou collégial, pour pouvoir enseigner là, en sciences infirmières? C'est clair qu'en ce moment, c'est un terrain fertile pour avoir un emploi. C'est pas qu'il n'y a pas de compétition, c'est pas que c'est extrêmement facile, mais on peut voir qu'il y a un besoin et c'est clair qu'il y a une possibilité là, de faire carrière.
Je dois dire aussi, là, je pense qu'il faut mettre un petit bémol aussi là-dessus, c'est des données pan-canadiennes. Donc, on peut voir aussi qu'il va y avoir certaines régions qui vont être affectées plus que d'autres. Donc, un élément qu'il faut garder en tête lorsqu'on regarde ce type de statistiques-là et qu'on veut faire carrière dans le domaine, des fois aussi, c'est toute la question d'être capable d'être mobile. Donc, de voir où sont les emplois et cette capacité-là d'aller travailler ailleurs. Et c'est là aussi que ça devient intéressant lorsqu'on regarde les programmes à distance, où il peut avoir une capacité de travailler à distance également. Donc, non seulement avoir une éducation à distance, mais pouvoir de travailler à distance également pourrait être un atout pour ceux qui seraient confortables avec ce type d'enseignement-là. Alors, c'est un peu pour vous donner un aperçu global du marché du travail et puis à quoi ça ressemble en ce moment le milieu académique. Et puis, est-ce que c'est une possibilité d'emploi? Et là, on va transférer un petit peu plus à mon vécu et comment est-ce que moi j'ai fini par travailler dans le domaine et puis avoir un poste en sciences infirmières à l'université. Je vous dirais que je considère mon parcours comme étant un peu atypique. Je ne suis pas nécessairement rentré au niveau académique, à l'université ou à la maîtrise, au doctorat, avec cette ferme intention-là de devenir un professeur ou de rentrer dans l'académie pour enseigner et faire de la recherche et tout ce qui vient avec ça. Là. Ce qui est arrivé, dans le fond, je suis rentré en sciences infirmières avec, oui, le but, peut-être un but plus pratique, d'avoir une formation qui menait à un emploi et bien sûr, j'avais un intérêt pour le domaine comme tel. Mais je vous dirais qu'une des raisons qui a fait en sorte que j'ai eu, ou que j'ai fait une transition vers l'académie, ça a été les opportunités qui se sont offertes à moi et sur lesquelles ou avec lesquelles j'ai développé certaines connaissances, mais aussi certains liens avec le milieu académique qui a, je crois, facilité mon ascension dans le milieu académique. Donc, c'est certain, moi j'ai fait un baccalauréat en sciences infirmières et dès le baccalauréat, ce qui est intéressant, c'est j'ai été intégré à des volets que je crois de plus en plus qui sont introduits dans les différents programmes, mais j'ai été intégré à des assistanats de recherche. Plus tard, j'ai fait des assistanats d'enseignement, mais déjà là, ces liens avec les professeurs qui étaient dans le milieu académique m'ont fait voir, je dirais, une différente dimension du parcours académique traditionnel qui est, on va faire nos cours pour être diplômé et après ça travailler dans un milieu clinique comme infirmière, peut-être infirmière du chevet et autres. Donc, ça m'a permis un petit peu de voir d'autres volets, notamment le volet de la recherche. Et plus tard, lorsque je suis rentré à la maîtrise, de me donner aussi le volet d'enseignement à titre d'enseignant clinique, mais aussi d'enseignant de cours théoriques. Donc, ça m'a permis de personnellement voir qu'est-ce que c'était les différents rôles qui existaient au niveau de l'académie, moi, comment est-ce que je me sentais par rapport à ça, donc toute ma zone de confort par rapport à ces différentes composantes-là, et en même temps, de bâtir un certain répertoire, non seulement au niveau personnel, donc de la progression personnelle, mais aussi de penser à mon curriculum vitae, donc de dire, je bâtis une certaine expérience qui va pouvoir, par la suite, être reconnue par les pairs et, je l'espérais à ce moment-là, être un atout si jamais je voulais faire carrière dans ce milieu-là. On pouvait voir que j'avais déjà entrepris des démarches
pour me développer comme éducateur, comme chercheur et dans le fond, travailleur dans le milieu académique. Donc, c'est ça. Alors, suite à mon baccalauréat, je suis rentré à la maîtrise. J'ai eu des assistanats de recherche, j'ai eu des assistanats d'enseignement. J'ai travaillé comme professeur à temps partiel également. Donc, ça m'a donné là, une bonne vision des différents rôles qu'on pourrait avoir dans le milieu académique. J'ai été chanceux également. On m'a offert, il y avait un programme qui était possible là, dans mon université, qui était de faire un passage accéléré vers le doctorat. Si jamais vous avez des questions pour ça, par rapport à ça, gênez-vous pas, je peux vous parler un petit peu de ce que ça veut dire ça, mais en gros, c'est on fait tous les cours de la maîtrise et la thèse, elle est transférée au doctorat. Donc, c'est de faire une maîtrise en bonne et due forme, mais de ne pas dupliquer la portion de la recherche et d'apporter la recherche directement au doctorat. Donc, ça m'a permis de faire et de vraiment commencer à penser plus rapidement à cette carrière-là académique. Donc, vraiment, là, de développer cette idée-là que c'est cette branche-là que je voulais développer dans ma carrière. Et alors, c'est ça, je suis rentré au doctorat. Et encore une fois, je pense que c'est toute une question d'opportunité, c'est une question au niveau du timing, de qu'est-ce qui se passait là, dans la réalité, dans le contexte dans lequel je travaillais. Je pense à l'intérieur de ma 3e année au doctorat, lorsque j'avais presque terminé, j'avais fait ma collecte des données et j'étais dans la rédaction de mes résultats. Dans l'école où je travaillais comme étudiant, au doctorat, il y a des postes qui se sont ouverts. Donc, il y a eu des affichages de postes pour des professeurs, donc des postes menant à la permanence. Donc, c'était des postes pour rentrer dans le milieu académique. Généralement, ces postes-là sont réservés à des personnes qui ont déjà un doctorat. Mais comme je vous ai présenté avec les chiffres, il y avait et il y a toujours là, un besoin criant de professeurs qualifiés dans le domaine. Donc, j'ai pris la chance et j'ai soumis ma candidature pour un de ces postes-là. Qui serait dans le fond une exception à la règle, parce que je n'avais pas encore mon doctorat, mais j'avais quand même pratiquement fini ma dissertation doctorale, j'avais ma recherche, j'avais de l'expérience dans le milieu académique au niveau de l'enseignement, j'avais de l'expérience de recherche comme assistant de recherche également, en plus de la recherche doctorale que j'avais faite. Puis je vais en parler un petit peu plus tard aussi. J'avais aussi de l'expérience au niveau des publications. Donc, tout ce qui est la contribution là, à la discipline a fait en sorte que j'avais quand même un produit que je pouvais présenter à l'école. Et puis c'est ça que mon dossier soit considéré pour un poste menant à la permanence. Alors, ce qui a fini par arriver, c'est j'ai été embauché avant de terminer mon doctorat, ce qui se fait encore aujourd'hui, surtout et en grande partie à cause de la demande en personnel qualifié. Et dans ma situation personnelle, ce qui est arrivé, c'est qu'on a imposé aussi que je fasse un postdoc, mais que ça soit intégré dans ma transition comme professeur à l'École des sciences infirmières. Donc, non seulement j'avais une charge d'enseignement, mais il a fallu que je réserve du temps à l'intérieur de mes premières années comme professeur pour aller compléter un postdoc à l'extérieur, pour aller chercher d'autres expériences et les rapporter ce type d'expérience-là dans ma pratique comme enseignant, comme chercheur là, dans le milieu là, où j'ai été embauché. Donc, c'est des pratiques qui étaient, je vous dirais, là,
quand j'étais embauché, des pratiques qu'on pourrait qualifier d'innovatrices, dans le sens où on essayait de trouver des solutions pour combler la pénurie de personnel qualifié au niveau de l'enseignement, de la recherche en sciences infirmières. Mais avec les chiffres qu'on voit, qu'on a, je vous dirais que toute la question d'approcher des doctorants pour combler ces postes-là dans le milieu académique, en ce moment, c'est pas rare. Alors, vous avez peut-être, je ne sais pas, là, les gens qui participent au webinaire, vous avez peut-être même été vous-même là, approché là, pour des postes lorsque vous aurez fini là, votre doctorat, ou même lorsque vous allez très avoir fini là, votre doctorat. En termes de stratégie de transition, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis de rentrer dans le milieu académique pour enseigner et puis faire de la recherche, je fais un petit peu, c'est clair que ces deux rôles-là sont généralement combinés là, dans le milieu académique, mais il y a aussi d'autres différents modèles qui vont faire en sorte que la pondération là, entre ces différents rôles-là peut varier. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est clair que je crois qu'il y a différentes stratégies de transition qu'on doit prendre en considération. Donc, puis il y en a certaines que j'ai déjà énumérées un petit peu là, en parlant de mon expérience. Parce qu'il faut se dire que ce type de poste-là, bien que c'est quand même assez restreint, quand on parle qu'il y a peut-être un niveau... il n'y a pas beaucoup de formations doctorales, mais il y a aussi des formations à la maîtrise, mais il y a aussi des formations au baccalauréat. Donc, il y a un grand besoin là, quand même de professeurs à travers le Canada pour... c'est ça, besoin de professeurs dans le domaine. Donc, c'est clair que une des stratégies que je crois qui est importante, c'est la question d'établir des liens. D'établir des liens avec les professeurs avec qui vous pourriez travailler. Donc ça pourrait être à l'intérieur du milieu où vous faites vos travaux en ce moment. Mais ça pourrait être également toute la question qui est un petit peu plus de networking à travers les conférences que vous allez où vous allez partager vos recherches, vos idées en tant que jeune chercheur ou doctorant ou étudiant en maîtrise. Ça vous permet, dans ces milieux-là, de pouvoir échanger avec des infirmiers, des infirmières qui travaillent dans d'autres milieux académiques et qui, bien souvent, vont pouvoir commencer à parler de vos intérêts, mais également, probablement, faire la promotion là, de leur milieu. Alors, c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres milieux également, et puis c'est quoi les besoins. Puis des fois, c'est par du bouche à oreille qu'on finit par être au courant là, de ce qui se passe et puis de nos opportunités là, ou des opportunités qui pourraient s'offrir à nous. Une autre chose que je trouve qui est important, comme je vous ai dit, moi je suis rentré peut-être dès le début, lorsque je suis rentré en sciences infirmières au baccalauréat, toute la question d'avoir un mentor, identifier un mentor qui peut nous aider à naviguer le milieu académique et nous aider à prendre des décisions qui pourraient être avantageuses pour notre parcours. Alors moi, j'ai quand même été chanceux. Dès le baccalauréat, j'ai eu la chance de travailler avec un professeur qui m'a initié à plusieurs dimensions du milieu académique, mais qui a aussi supporté mes décisions et appuyé là, ce que j'ai fait dans le fond pour les décisions que j'ai prises là, pour lorsque j'ai décidé de devenir de rentrer dans l'académie pour devenir professeur. Donc, je vous dirais qu'identifier un mentor qui peut vous épauler là, dans votre cheminement, c'est crucial et ça l'aide beaucoup là, lorsqu'il y a des questionnements par rapport au processus. Et puis aussi là, toute la gamme d'émotions qui pourrait venir avec l'entrée dans le milieu académique. Saisir les opportunités d'enseignement en temps partiel là, qui peuvent s'offrir à vous.
autant au niveau clinique que théorique. Je pense que si vous avez l'opportunité de vous mettre un pied dans la porte, ça veut dire de rentrer dans le milieu académique comme professeur à temps partiel, c'est jamais une mauvaise affaire. Ça vous donne l'opportunité de voir premièrement est-ce que vous aimez ce type de contact-là. Donc, ça peut être des contacts restreints avec des petits groupes, mais ça pourrait être aussi des contacts à grands effectifs, donc avec les classes là, qui sont beaucoup plus grandes. Et puis aussi, vous pouvez aussi avoir l'expérience du travail plus clinique, donc de continuer à être clinicien tout en enseignant là, dans le milieu. Donc, pour moi, je vous dirais que c'est primordial d'essayer de bâtir ces liens-là à travers ces opportunités-là d'enseignement. En même temps, comme je vous ai dit tantôt, c'est stratégique au niveau du curriculum vitae, dans le sens où ça vous permet là, en même temps de démontrer aux collègues là, la croissance professionnelle que vous avez en ajoutant là, ce type d'expérience-là à votre curriculum vitae. Et je mets aussi là, de côté, ou en parenthèse, là, cette idée-là d'assurer aussi un développement de vos activités de recherche. Puis je suis certain, là, vous êtes en train de m'écouter, vous dites, j'ai pas encore fini mon doctorat ou j'ai pas encore fini ma maîtrise, comment est-ce que je fais pour vraiment développer cet axe-là? D'une part, ça peut être de participer là, à des équipes de recherche, donc d'être assistant à la recherche ou travailler avec des chercheurs chevronnés là, dans les domaines qui vous intéressent, donc qui, généralement parlant, vont vous permettre de faire partie des processus de recherche, mais également de publier là, et de participer à des conférences dans le cadre de vos fonctions. Alors ça, également, c'est des éléments qui peuvent se rajouter à votre curriculum vitae. Mais il y a aussi toute la question des travaux en cours. Pour ceux là, qui sont à la maîtrise ou au doctorat, toute la question de publication de vos idées, c'est quelque chose qui devient un élément qui peut également là, pencher en votre faveur pour démontrer que lorsque va être le temps là, de poser votre candidature là, pour des postes, démontre un certain potentiel. Donc, si vous avez des articles ou des idées qui pourraient contribuer au développement de la discipline et que vous tentez de soit qu'ils sont déjà diffusés, vous êtes en cours de diffusion, donc que vous les avez soumis ou que vous les avez présentés à des conférences, on voit qu'il y a un potentiel ici que les gens peuvent reconnaître en termes de développement de la recherche, développement des connaissances en sciences infirmières. Alors, c'est toujours attrayant pour des employeurs là, de voir ce type d'activité-là. Alors, en termes de peut-être les derniers... en fait, avant de rentrer, il y a aussi un petit élément là, que je voulais dire là, par rapport au parcours individuel ou atypique qu'on pourrait avoir. Là. Il y a un des éléments que je pense qui est clair, c'est toute la question de la réconciliation travail-études. Donc, un parcours typique en sciences infirmières, généralement, c'est baccalauréat. Après ça, les gens vont sur le marché du travail et c'est par la suite qu'il va y avoir un retour aux études pour rentrer à la maîtrise ou au doctorat. Et ce que ça veut dire, ça, c'est souvent là, toute la question du sacrifice entre le besoin de travailler et aussi le désir de retourner aux études pour se former au niveau supérieur. Donc, je dirais que personnellement, pour moi, c'est clair qu'au début, à la maîtrise, j'ai été en mesure de garder un emploi et que ça a été un petit peu plus difficile de garder cet emploi-là lors du doctorat. Pas que c'est infaisable, c'est juste que les demandes à ce moment-là, pour moi, étaient un petit peu plus difficiles. Une chose qui a réussi à compenser, bien sûr, c'est tous ces assistanats de recherche ou d'enseignement, mais également toute la composante des bourses. Donc,
c'est certain que si vous ne cherchez pas, vous n'allez rien trouver. Alors, si jamais vous êtes intéressé à aller à travailler ou à continuer vos études dans l'optique de devenir ou rentrer dans le milieu académique, assurez-vous de regarder c'est quoi qui s'offre à vous, parce que vous allez peut-être trouver qu'il y a plusieurs bourses ou il y a plusieurs éléments financiers qui pourraient être bénéfiques à votre situation si vous retournez aux études. Donc, oui, il y a toute la composante travail, mais je vous dirais que c'est faisable de marier un petit peu les deux. Mais ça pourrait dire aussi de transférer là, la façon que vous voyez votre travail, ou plutôt que d'être dans le milieu clinique pur et dur, c'est d'essayer de trouver des opportunités à l'intérieur de l'académie pour, dans le fond, faciliter là, votre, dans le fond, là, la réconciliation, le travail-études. Finalement, je vais peut-être parler là, rapidement là, des différentes dimensions professorales qu'on pourrait s'attendre dans le milieu académique. Alors, c'est clair que, pour moi, une des raisons pour lesquelles j'aime ce que je fais, hein, c'est tout cet accès-là à la formation des étudiants, à la formation des idées, et on l'espère au changement des pratiques, au changement des visions. Donc, c'est toute cette capacité-là d'influence, non seulement chez la personne, mais on l'espère du système en entier lorsque ces personnes-là retournent dans les milieux de travail. Donc, c'est toute cette proximité-là là, avec la future génération d'infirmières. Lorsqu'on a un poste académique, on peut voir comment est-ce que ce type d'influence-là peut avoir lieu. Il peut avoir lieu au niveau de la recherche, au niveau de l'éducation. C'est les deux volets là, les plus primordiaux là, de nos fonctions. Donc, au niveau de la recherche, c'est clair que les professeurs ont des recherches par eux-mêmes, mais souvent, à l'intérieur de ces recherches-là, c'est d'aller chercher des étudiants pour les intégrer à des processus de recherche aussi pour les initier au monde académique. Mais il y a aussi le volet plus traditionnel qui est à travers l'éducation, à travers l'enseignement, que ce soit théorique, que ce soit clinique, où on peut influencer la génération future. Donc, cette répartition-là entre recherche, éducation et service qui est service à la communauté, universitaire ou collégiale, les répartitions sont généralement, là, lorsqu'on est dans un milieu traditionnel universitaire, vont être de 40% recherche, 40% éducation et 20% de service. Je dis ça, mais sous toute réserve, parce que les différentes façons de donner l'éducation, que ce soit en Ontario ou à travers le Canada, vont varier grandement. Il peut y avoir des programmes qui sont donnés en collaboration où certaines parties ou des programmes en entier vont être enseignés à l'université, tout comme au collège. Et on peut voir que la fonction des professeurs dans les différentes institutions vont être différentes. Donc, il va y avoir d'autres types de répartition lorsqu'on parle de la recherche et de l'éducation. Donc, au niveau collégial, traditionnellement parlant, il y a un peu moins de recherche qui se fait. Donc, toutes les proportions au niveau de l'éducation sont plus élevées. Donc, la participation à l'enseignement va être plus élevée. Tandis qu'à la recherche, tandis qu'à l'université, on va avoir des proportions qui sont généralement un petit peu plus grandes ou qui vont aller chercher des proportions égales là, au niveau de la recherche et de l'enseignement. Donc, il y a différents modèles qui existent, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Hein, c'est de regarder là, dans les différents milieux qui ont des postes ouverts, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de disponible et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Est-ce que ça veut dire que vous allez rentrer dans un poste où il va y avoir un petit peu plus d'enseignement, où on va favoriser un peu plus la recherche, où il va y avoir un mélange des trois différentes composantes. Ça va varier grandement et ça va être à vous de naviguer un peu ces différentes offres d'emploi-là qui existent. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, c'est là que c'est important d'avoir des mentors parce que le milieu académique change. Il y a certaines réalités, il y a certaines politiques, il y a certains jeux de pouvoir à l'intérieur
des différents mouvements là, dans l'académie. Et c'est toujours bon là, d'avoir des gens avec qui on peut parler, on peut discuter des différentes options qui s'offrent à nous pour voir dans le fond si on prend un type de poste, qu'est-ce que ça veut dire pour notre carrière à long terme? C'est quoi les options qui s'offrent à nous en prenant un poste par rapport à un autre? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, à moins que vous avez des questions spécifiques par rapport à ça. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Mais c'est environ ça, là. C'est le portrait global de qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un professeur dans le milieu académique, que ce soit au niveau collégial ou universitaire. Et que c'est ça, il peut y avoir une grande variation là, dans ce que vous pouvez apporter là, et comment est-ce que vous voulez développer votre carrière, que ce soit plus au niveau de la recherche que l'enseignement. Alors, c'est à peu près ça pour la présentation. J'espère que ça a répondu un petit peu là, à vos interrogations par rapport au milieu académique ou à l'enseignement en sciences infirmières. Je pense qu'à ce moment-ci, j'ouvre la table et puis vous pouvez poser des questions. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui facilite ça ou c'est moi qui regarde là, sur l'écran, voir s'il y a des questions qui sont écrites, mais je pense que c'est ça, c'est à vous là, de faire suite là, à la présentation. Jean-Daniel, c'est Charada à l'appareil. Oui. On a reçu quelques questions. Alors, premièrement, je voulais vous remercier beaucoup pour la très bonne présentation de votre parcours à travers les études supérieures. Puis, je suis persuadée que ça a inspiré plusieurs à vouloir suivre un parcours similaire ou différent. Alors, nous avons reçu quelques questions que je suis heureuse de vous transmettre. Alors, la première, c'est Olivier, et qui se demande qu'est-ce qui vous a incité à compléter vos études supérieures? Qu'est-ce qui m'a incité? Oui. Je vous dirais que c'est encore des opportunités et puis un concours de circonstances. Comme je vous ai dit un peu, c'est dès le baccalauréat, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a montré différentes dimensions de ce que c'est les soins infirmiers. Donc, notamment, oui, il y a tout le travail clinique qui est plus au chevet et tout ce qui va avec ça, mais il y a aussi tout l'aspect politique, tout l'aspect recherche, tout l'aspect d'enseignement qui sans nécessairement avoir eu ces expériences-là, aurait peut-être teinté là, la façon que j'aurais teinté mon parcours, dans le fond, là, peut-être en tant que clinicien, mais aussi là, au niveau académique. Donc, je vous dirais que ça a commencé avec ça. Et au fur et à mesure que moi, je me suis développé comme clinicien, mais également comme personne à l'intérieur de l'académie, je vous dirais que ça a fait une trajectoire unique qui a fait en sorte que une chose a mené à l'autre, m'a donné certaines opportunités, certaines expériences. J'ai pu côtoyer certains chercheurs, certains membres de l'académie, qui a influencé la raison non seulement de rentrer dans l'académie, mais de poursuivre les études supérieures. Donc, j'ai vu, au début, la maîtrise, c'était un grand obstacle. Je me suis dit, wow, de rentrer aux études supérieures, c'est un grand pas. Mais je l'ai fait, puis lorsque j'étais dedans, j'ai pu développer une certaine confiance et un certain confort avec la façon qu'on évolue dans le milieu académique, et puis aussi tout avec l'évolution de mes idées, j'ai vu c'était quoi mon potentiel, et puis c'est par la suite là, que, en parlant avec les différentes options, avec mon superviseur de thèse aussi, de dire qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, et puis c'est là que j'ai fini par faire une transition vers le PhD qui peut-être pas dans le moment, mais maintenant, là, en regardant la posteriori, on peut voir, c'est comme une suite logique dans ma tête maintenant. Alors, je vous dirais, c'est peut-être dur à expliquer, mais je vous dirais que c'est ça. C'est toute la question de mentorat, des expériences et des opportunités là, qui sont offertes à moi. Là. Excellent, merci beaucoup. J'ai une autre question ici de Gabrielle qui demande, pensez-vous que c'est essentiel de travailler sur le plancher comme infirmière avant d'accéder aux études supérieures en formation?
C'est une très bonne question, puis je vous dirais que c'est une question que je me suis posée là, également, parce que je suis quand même une personne qui, suite au baccalauréat, hein, j'ai fait des transitions rapides aux études supérieures. Je vous dirais que, en général, il y a toujours un avantage à aller chercher cette expérience-là clinique. Maintenant, je pense que les positions vont différer lorsque vient le temps d'essayer de quantifier cette expérience-là. Pour les personnes qui viennent de sortir de leur baccalauréat et qui rentrent à la maîtrise, je vous dirais que c'est toujours bon de se garder un pied dans le milieu clinique, en tout cas au début, pour toujours être capable de faire le pont entre tout le développement théorique, conceptuel que vous allez faire, et vous assurer d'avoir un certain ancrage dans les différents domaines de pratique infirmière. Donc, d'une part, je vous dirais que oui, il y a des avantages à aller chercher une certaine pratique clinique. D'un autre côté, est-ce que c'est impossible de faire un trajet ou un trajet académique avec très peu d'expérience clinique? Ça se fait également. C'est juste qu'il va y avoir d'autres défis que vous allez vivre. Si des fois les ponts sont un petit peu plus difficiles à faire entre la conceptualisation, le niveau théorique auquel vous travaillez et tout ce qui est plus de terrain. Mais je vais peut-être en rajouter un petit peu aussi. Pour quelqu'un qui est dans le clinique et qui rentre dans le milieu académique, il va aussi avoir, donc quelqu'un qui a eu plusieurs années d'expérience clinique, il va y avoir aussi des défis à faire ce transfert aux études supérieures où il faut sortir des conceptions microscopiques du travail, donc le travail clinique pur et dur, et d'essayer de développer une pensée plus abstraite et de penser plus globalement à l'exercice infirmier. Donc, il y a aussi pas des barrières, mais certains défis que les gens vont devoir relever là, de part et d'autre. Je pense qu'il faut prendre la maîtrise et le doctorat comme des opportunités d'être capable de prendre un recul par rapport à ce qu'on fait et de pouvoir penser à notre pratique. Donc, c'est ça qui est important. Et des fois, c'est nécessaire de faire une scission avec le travail pour être capable de se permettre de penser complètement, sans contrainte, au travail qu'on fait. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de réponse oui ou non à votre question. Je pense qu'il faut juste être capable d'être réflexif par rapport à qu'est-ce que l'expérience clinique va apporter à notre réflexion. Et puis, si on juge qu'il y a un besoin d'aller chercher quelque chose de terrain, il y a peut-être différentes façons d'y arriver. Là. Moi, je vous encourage à garder un pied, surtout si vous venez de sortir des études, à garder un pied un peu dans le milieu clinique pour vous assurer là, de faire un certain pont là, au début, en tout cas. Ah, c'est très bien, merci. On a une autre question maintenant de Mylène qui demande, oui, lors d'une entrevue, est-ce que vous apportez un dossier de rendement et si oui, qu'est-ce qu'on doit y retrouver dans ce dossier? On parle d'une entrevue pour un poste menant à la permanence, c'est ça? Alors un poste, si quelqu'un, ou un poste de professeur à temps partiel, je voudrais juste savoir, parce que je peux... parce que c'est clair que, tu sais, on a un CV qu'on présente lorsqu'on fait une entrevue. Et puis, ce CV-là reflète les expériences qu'on a. Alors, généralement, oui. Professeur à temps partiel, c'est peut-être un petit peu différent qu'un poste menant à la permanence comme professeur régulier dans une unité. Donc, mais les deux ont un processus similaire dans le sens où vous devez vous présenter à travers vos travaux, donc votre CV. Les postes menant à la permanence vont être un peu plus rigoureux dans le sens où il y a généralement un comité de sélection, il va y avoir une présentation en avant d'une assemblée pour déterminer où se situe la personne dans ses travaux, mais aussi où se situe cette personne-là par rapport aux besoins
du milieu dans lequel elle va travailler. Et généralement, les processus d'entrevue sont beaucoup plus ardus, beaucoup plus longs, donc ça va être une journée, il va y avoir beaucoup de rencontres avec différents membres du milieu académique. Tandis que pour être professeur à temps partiel, généralement, c'est pour remplir des besoins très spécifiques. Et comme le dit le professeur à temps partiel, ce n'est pas quelque chose qui a une perspective d'emploi à long terme, donc c'est généralement là, à contrat. Mais dans les deux situations, il y a toujours le besoin de démontrer c'est quoi que la personne a comme expérience. Donc oui, c'est de pouvoir présenter qu'est-ce qu'on a fait comme assistant de recherche, comme assistant à l'enseignement, qu'est-ce que ça allait apporter à votre développement professionnel. Alors des fois, ça peut être énoncé en forme de lettres pour pouvoir expliquer qu'est-ce que vous apportez en tant que personne, en tant que clinicien, en tant que chercheur. Alors c'est ça, il y a un CV là, qui est plus en format télégraphique et bien sûr des fois c'est accompagné là, de lettres qui viennent bonifier là, tout ce qui est présenté là, dans votre CV. Merci beaucoup. Il y a une autre question aussi de Caroline qui mentionne qu'elle n'aime pas écrire et elle aimerait savoir si c'est possible de faire un doctorat sans avoir à écrire une thèse. Pas à ce que je sache. Pas à ce que je sache. Je pense que ça réfère plus là, en fait, je ne sais pas si les DNP, là, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, les DNP aux États-Unis, donc des doctorats qui sont plus cliniques. Je ne sais pas si c'est rentré en vigueur là, au Canada, mais je vous dirais que personnellement, mon expérience avec les programmes qui existent au doctorat au Canada, c'est fait à travers des thèses. Le type de thèse peut varier. Donc, il y a des thèses traditionnelles qui sont donc des recherches et vraiment là, des présentations en bonne et due forme de différents chapitres. Que ce soit méthodologique, théorique, présentation des résultats, conclusion, là, analyse et tout. Et il y a aussi un format qui est un petit peu différent maintenant, c'est des thèses par article. Donc les étudiants, c'est pas que le travail est moindre, c'est juste que peut-être le montant d'écriture va être différent un peu parce que c'est concentré à l'intérieur d'articles spécifiques à l'intérieur de la thèse. Donc, peut-être en résumé, là, je dirais que pour l'instant, ce que je cherche, là, le besoin d'écriture demeure. OK, très bien. Puis elle pousse la question un peu plus loin en demandant, en ce qui vous concerne, est-ce que vous saviez exactement c'est quoi, quel allait être votre sujet de thèse avant de commencer? Je vous dirais oui et non. Parce que c'est clair qu'on a un intérêt, moi j'avais un intérêt de recherche. Quand j'étais au baccalauréat, j'ai travaillé comme assistant en psychiatrie pendant 4 ans, dans le fond, qui m'a donné une certaine sensibilité aux réalités de la pratique infirmière dans un milieu bien précis. Puis personnellement, moi, ce que je voyais, c'était toute une question par rapport à la gestion des comportements qu'on pourrait dire pas à risque, mais des comportements qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à gérer. Et je pouvais aussi observer là, à l'intérieur de ma pratique certaines différentes approches et par rapport à la menace que certaines personnes pouvaient ressentir dans le milieu. Donc, dès le début, j'ai toujours su que je voulais travailler sur les pratiques, les préconceptions qu'on a envers certaines populations et comment est-ce que ça vient influencer nos interactions avec les patients. Donc, je dirais que dès le baccalauréat, j'avais une certaine idée. Est-ce que c'était une idée qui était complètement formée? Probablement pas. Alors, c'est quelque chose que j'ai développé au cours de la maîtrise, hein, c'est d'aller chercher des données empiriques, empiriques dans le sens où on va aller chercher là, des données de recherche sur le sujet, mais également d'aller chercher toutes les notions théoriques pour vraiment là, pousser le sujet ou les sujets qui m'intéressaient. Et puis, ça a vraiment été là, au doctorat où est-ce qu'on m'a poussé à travers les cours également à vraiment peaufiner là,
mon sujet d'étude. Donc, je vous dirais que c'était une idée que j'avais, mais bien sûr qui évolue avec les cours, avec les influences, avec les idées qu'on a au cours des années. Alors, je vous dirais que oui, pour moi, c'est quelque chose qui était là. Est-ce que c'est pour ça pour tous les étudiants? Je vous dirais que non. Il y a des différents cheminements. Donc, on peut rentrer à la maîtrise pour pas nécessairement faire une thèse et puis de faire un devis ou de travailler, de faire quelque chose qui est un petit peu plus clinique. Donc, généralement, on va encore être intéressé, on va quand même s'intéresser à certains concepts, mais est-ce qu'il y a nécessairement, dès le début de la maîtrise, une énoncée de problématiques? Je vous dirais que ça varie là, grandement là, et c'est quelque chose qui peut se développer. Mais moi, j'encourage bien sûr là, à avoir cette réflexion-là avant de rentrer là, aux études supérieures. Alors, on va prendre une dernière question. C'est de Mylène qui demande s'il y a des possibilités de compléter un post-doc à distance. Est-ce que vous pouvez me répéter ça, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu, ça a comme coupé. Oui, elle demande s'il y a des possibilités de compléter un post-doctorat à distance. Post-doctorat à distance, je vais vous dire que ça va probablement... personnellement, je crois que c'est possible. Ça va dépendre. Un post-doc, c'est pas comme un doctorat. Il n'y a pas de diplôme qui viennent avec ça. C'est une entente que vous allez avoir avec un chercheur, une institution pour compléter ou faire partie d'une équipe de recherche, comme vous allez chercher un développement bien précis là, dans votre formation. Donc, c'est l'opportunité de développer quelque chose que vous n'avez peut-être pas développé au cours de vos études à la maîtrise ou au doctorat. Et puis, personnellement, moi, je connais des personnes qui n'étaient pas dans la même région, mais qui ont collaboré en tant que postdoc. Est-ce que durant le postdoc tel quel, il y a eu besoin d'avoir des rencontres face à face? Oui, mais en général, les postdocs étaient faits à distance. Ça se fait. Je vous dirais que traditionnellement parlant, ça se fait, là, la personne va venir travailler avec le chercheur en question sur place, mais j'ai déjà vu aussi là, des modèles un peu plus hybrides où est-ce qu'il y avait certainement là, une composante à distance. OK, très bien. Alors, je pense que, je ne sais pas si vous avez des conclusions ou des dernières réflexions, commentaires à faire avant que l'on termine. Personnellement, si j'ai encore des étudiants là, qui sont en ligne, si vous pensez, c'est clair que, si vous pensez faire carrière dans le milieu académique, c'est clair qu'il y a certains avantages. Il y a des désavantages, mais des avantages. Puis un des avantages qu'on pourrait voir, c'est toute cette question-là de se voir un peu comme notre propre business. Alors, on n'a pas vraiment, on a un employeur, mais on a beaucoup de flexibilité dans ce qu'on fait. Alors, en tout cas au niveau universitaire, peut-être qu'au niveau collégial, c'est un petit peu différent, mais cette capacité-là de flexibilité, cette capacité-là par exemple, de peut-être travailler à la maison, d'avoir un horaire de travail flexible, de vraiment avoir la capacité de penser et d'écrire sur ce qu'on pense, sur les réflexions de nos recherches, je trouve que c'est très valorisant. C'est valorisant aussi de travailler avec la population étudiante, la future population, nos futurs collègues en sciences infirmières. Alors, je vous dirais que si c'est des éléments qui vous intéressent, de vraiment y penser là, à venir dans le milieu académique. Il y a toujours aussi là, toute la composante là, de voyage à travers le monde, parce que la recherche, c'est pas quelque chose qui est local, c'est quelque chose qui se veut national, international, qui vous porte à partager vos idées avec des collègues à travers le monde, ce qui veut dire aussi que vous allez probablement être apporté à voir le monde aussi, être exposé à différentes façons de faire, et je vous dirais que ça, c'est extrêmement valorisant. Alors, si ça vous intéresse, si c'est des éléments qui vous intéressent de la pratique, allez-y, foncez, et puis c'est ça, il y en a des opportunités, il y a de la place, il faut juste les trouver, et puis je vous souhaite bonne chance là, dans votre parcours.
Bien, en tout cas, merci encore, Jean-Daniel, et merci à tous ceux et celles qui ont assisté à la présentation aujourd'hui. Et puis, une dernière petite note, sachez que l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui sera disponible sur le canal YouTube de la saisie dans les jours à venir. Et puis, les participantes et les participants sont libres de partager avec leurs collègues et leur réseau. Parfait. Merci Alors, beaucoup. merci encore beaucoup pour cette très bonne présentation. Merci, au revoir.